L'Atelier Passion, le podcast des éditions LVA qui parle auto, moto et objets de collection. on pousse les portes aujourd'hui de l'Atelier Passion pour s'intéresser au phénomène des trading cards ou cartes à collectionner en français. Ce phénomène existe depuis de très nombreuses décennies, notamment outre-Atlantique, mais explose depuis quelques années seulement en France. Pour en parler avec nous, autour de la table, Olivia Bertin, rédactrice en chef de Collectionneur Chineur et d'Antiquités Brocantes. Bonjour Olivia. Bonjour Xavier. Et Alex de Podcart, le podcast français des trading cards. Bonjour Alex. Salut, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors ce phénomène planétaire des trading cards, il est désormais bien ancré en France. Est-ce que tu peux nous expliquer, Alex, déjà en quelques mots, ce qu'est une trading card ? Alors une trading card, en fait c'est une carte qui va être en carton. Déjà, faut pas négliger que c'est un aspect carton. Après, il peut y avoir d'autres matériaux, mais principalement en carton, que l'on va retrouver sous format de pochette, pack, booster, ce sont différentes nominations, mais en fait dans un emballage, et qu'on va retrouver adapté à plusieurs univers. Donc ça peut être des univers de marques telles que Pokémon, on peut avoir Yu-Gi-Oh, etc. Ou dans le sport, comme on a pour le football, pour le basket et plein d'autres. Donc c'est pas nouveau, ça date donc quand même de très nombreuses années, mais en France on a un regain récent. Et du coup, ça fait un peu plus parler depuis quelques temps. Alors justement, les trading cards en fait existent depuis quand ? Ça a été créé où exactement ? Alors là, justement, c'est une très bonne question parce que c'est difficile, comme quand on fait un arbre généalogique, en fait, un peu, c'est difficile de savoir l'exactitude de quand, quoi, comment. On sait qu'il y a un lien très fort avec deux produits. Il y en a un qui est plus récent, qui est avec les chewing-gums. Donc ça s'est fait des années 50 jusqu'aux années 90. Et avant, c'était en lien avec le tabac, donc les tobacco cards. Donc là, on peut remonter bien plus ancien, ça va plutôt être dans le début du XXe siècle, voire même fin du XIXe siècle. Voilà, c'est pas très clair, savoir est-ce que c'était déjà une trading cards ou pas, mais en tout cas, on peut savoir que première moitié du XXe siècle, il y avait des tobacco cards qui ont continué par la suite, et deuxième moitié du XXe siècle, il y avait ensuite les trading cards avec chewing-gum. Et alors, c'était uniquement aux États-Unis ou c'était également en Europe, ces premières trading cards ? Principalement États-Unis, pas que, mais principalement États-Unis. Après, en fait, c'était surtout des méthodes marketing, on va pas se mentir, parce qu'en fait, à la base, les fabricants étaient des fabricants soit de confiserie, comme je le disais, soit de cigarettes ou de tabac tout court. Donc, c'était plutôt, on va dire, ce qu'on appelle un peu un add-on, quelque chose qui était fait sur le côté, qui était plus mis en avant pour que les parents puissent offrir à leurs enfants, ou même pour des jeunes qui voulaient avoir ça. Donc, c'était plutôt marketing. Et États-Unis principalement, ça s'est développé au fur et à mesure des tendances et des besoins aussi même. Donc on voyait pas mal de choses qui sont arrivées par la suite, mais les États-Unis ont été quand même les pionniers à plusieurs niveaux. Quels sont les thèmes des trading cards, les thèmes abordés ? On sait principalement au début c'était des cartes de sport. Je sais qu'il y avait aussi au tout début des cartes qui étaient dédiées à des personnalités, des paysages, des animaux, mais on est vite venu aux sportifs en fait, aux vedettes et aux sportifs célèbres. Justement les cartes de baseball ou de foot, c'était les premières cartes justement de proposer. Justement, on en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure avec l'arbre généalogique. Historiquement, on serait plutôt proche du basket, puisque le basket était un petit peu plus ancien en termes de sport, un des sports les plus anciens par rapport à ça. Donc, ce serait plutôt des cartes de basket avec vraiment des tenues d'époque, des ballons en cuir et des petits jupons, etc. On en a fait un joli thread d'ailleurs sur Twitter avec Podcart, mais je pourrais vous donner justement les éléments si certains sont intéressés de voir des visuels et d'avoir des choses par rapport à ça. Mais après, il y a eu de la personnalité et en fait, dans le sport, ensuite, la vraie première trading card, on va dire, entre guillemets, officielle, qui est restée, etc., c'était dans le baseball. Ça, c'est clair qu'on est historiquement, on va dire, dans cette terme moderne, c'est le baseball. Et au fur et à mesure, du coup, d'autres sports se sont ajoutés, parce que quand on a vu un intérêt pour des gens qui aimaient le baseball, on s'est dit pourquoi pas aller en NFL, donc au football US, pourquoi pas aller ensuite sur la NBA, etc., etc. Et puis, au fur et à mesure, on a eu sur d'autres univers, parce que ces univers étaient déjà parlants, et on s'est dit, tiens, ça pourra faire un petit marketing supplémentaire. On en revient souvent à ça, mais mine de rien, faut pas l'oublier, ça reste quand même très lié. Donc, il y a eu des séries, dans les années 80-90, il y a vraiment énormément de séries, il y a eu des choses autour de, quand je parle, ça peut être 4000, ça peut être Stargate, ça peut être Batman, ça peut être du coup du DC, du Marvel. Il y a eu énormément de choses qui sont sorties. Et plus récemment, ce qui a fait vraiment beaucoup plus parler et encore plus développer les trading cards, ça a été tout ce qui a été Yu-Gi-Oh, Pokémon,
Magic qui est quand même dans les années 90, mais Magic aussi a beaucoup fait parler d'eux dans les trading cards. On a même du One Piece plus récemment, Disney, etc. Et alors, il y a aussi des cartes à collectionner qui sont non jouables, parce que justement, ce qui fait aussi l'intérêt de ces cartes, ces trading cards, c'est que on peut se les échanger, mais il y a également des jeux, des compétitions en fait, qui sont montées, qui sont organisées. Donc ça, c'est des cartes jouables. Et puis il y a des cartes non jouables aussi, non? Est-ce que Panini, par exemple, des cartes Panini peuvent rentrer dans le phénomène des trading cards? Alors, il y a beaucoup de catégories et de sous-catégories. En fait, la première catégorie qu'on va avoir, ce qu'on appelle trading cards, qui sont des cartes à échanger, souvent regroupe des cartes à jouer. Et de l'autre côté, on va avoir des sports cards. Donc les sports cards, qui sont plutôt des cartes de sport. Et entre deux, on va avoir des collectible cards, qui vont être des cartes à collectionner. Donc ça, les cartes de collection, c'est plutôt les cartes qu'on a des années 80-90, comme j'ai mentionné avant, qui vont plutôt être sur toutes les séries. Donc on va avoir sur les premières séries animées de Batman, de Superman, de Power Rangers, K2000 et ce qu'on veut. Et en fait, dedans, c'était plutôt des choses, soit des moments de film, des moments de série, ou même des cartes qui faisaient des puzzles, etc. Donc là, c'est plutôt de la collection. Trading cards, c'est pour jouer. Donc la base, Magic, par exemple, vraiment la base de la base, c'est les premières. Donc Magic the Gathering, Trading cards. Ensuite, on a pu avoir du Pokémon, qu'est-ce que je peux sortir récemment, du Lorcana qui marche bien, Altered, Flesh and Blood, etc. Et de l'autre côté, les sports cards. Donc sports cards, comme son l'indique, c'est que des sports. Là, c'est encore très large aussi. On a sorti les sports majeur US récemment. Il y a la NHL aussi avec le hockey. Maintenant, il y a même le hockey en France. Il y a le football, donc le soccer, puisque du coup, on distingue le football US du football entre guillemets européen, donc soccer. Il y a même la NASCAR maintenant qui existe, la F1, etc. Il y a vraiment de tout. On peut vraiment se faire des cartes sur quasiment tout ce qu'on peut avoir. Même pour donner une petite anecdote, il y a eu des cartes qui ont été sorties sur l'arrivée du nouveau pape, pour dire jusqu'où ça va. Ça va très très loin, ouais. Et justement, vous, à Podcart, alors, pour vous présenter, vous traitez de toutes les cartes? Ou est-ce que vous faites vous êtes spécialisé dans un domaine? Alors, de base, le podcast était surtout dédié aux sports cards et notamment au sport US. Donc, c'est-à-dire, je répète, NHL, donc le hockey, NFL, foot US, MLB pour le baseball et NBA pour le basket. Un petit peu aussi de sport de combat, mais globalement, c'est à peu près ça. Et puis, moi, je suis arrivé au bout de quelques années de la podcast, parce que podcast a aujourd'hui plus de 4 ans, quasiment 5 ans. Je suis arrivé au bout de 2 ans, et moi, j'étais plutôt trading cards pour le coup, avec un peu de foot aussi, donc européen, de soccer et d'autres connaissances. Du coup, j'ai amené un peu d'infos sur les trading cards. Mais nous, l'objectif de podcast, c'est vraiment tout ce qui est autour de la carte. Donc, ça va être plus ou moins large, mais on veut vraiment partager la passion des cartes et dire que tout ça, ça donne une même passion, d'une même envie et de centre d'intérêt commun. Et donc vos podcasts, vous réalisez régulièrement des podcasts et on peut les trouver sur quelle plateforme? Alors nous, on réalise un podcast par mois, on n'a pas de date fixe, c'est-à-dire qu'on se dit pas, ce mois-ci, tous les mois, ça va être le 5 du mois, etc. Donc c'est vrai que c'est assez flexible, dans le sens où en fait, on est deux potes à faire ça et on veut aborder des sujets. À chaque fois qu'on va faire quelque chose, on a un format particulier. Donc, on est disponible sur à peu près tout. On peut nous trouver sur Spotify, Deezer, Apple, etc., etc. Et notre format, en fait, il est très simple. On commence toujours par des news. Ensuite, il y a un invité du milieu. Donc, on peut avoir des illustrateurs, on peut avoir des collectionneurs, on peut avoir des marques, des fabricants de cartes, etc. Il y a pas mal de choses, des distributeurs. Oui, on a d'ailleurs collectionneur Shinner, on a d'ailleurs participé à un de vos podcasts. C'était très sympa. Oui, vous étiez venu une fois justement sur notre podcast. On a même pu faire une petite animation aussi sur un des événements. Non, on essaie de faire des choses un peu diverses. C'est pour ça qu'on fait qu'un seul podcast par mois. C'est parce qu'on essaie de faire pas mal de choses autour. Et du coup, à la base, c'était qu'un podcast. Et au final, aujourd'hui, on a beaucoup plus de choses avec des lives, même des threads sur Twitter, des espaces où les gens peuvent échanger en direct, avec des Twitter Space, des choses comme ça. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus large que ce qui était prévu au tout début. Et vous êtes présent sur des salons? On est présent aussi sur les salons, alors qu'on appelle, pour donner le vrai lexique, parce que je sais que c'est quand même intéressant de l'avoir, ce qu'on appelle des cartes shows ou des shows, parce que des fois, il y a des cartes qui se mêlent à des shows. Cartes show ou show. On est présent. Il y a en France, celui de Paris, le principal de Paris pour les cartes de sport, c'est le Paris Card Show. Ensuite, il y en a plusieurs qui concernent les trading cards. Il y a le Royaume du TCG. Il y a le Gala TCG. Ensuite, il y a le Lille Card Show, Toulouse Card Show. Il y en a encore tellement. Je vais sur Monaco Card Show cette année qui se lance aussi. Voilà, il y a pas mal de choses qui se développent. On voit que ça se développe beaucoup depuis quelques années en France. Et vraiment, c'est un plaisir de voir justement un tel essor et un tel engouement autour de ces shows, autour des cartes. Et justement, il y a un vrai marché qui se développe en France. Et on voit, Olivia, tu vas nous en parler, mais on voit de plus en plus de ventes aux enchères qui sont organisées autour de ces trading cards.
avec des sommes folles qui sont aujourd'hui annoncées, quoi. Oui, ça fait quelques années déjà que les cartes de collection prennent de la place dans les maisons de vente. La première étude à avoir proposé une vente sur ce thème, c'est Vermo et Associés en 2018. Et aujourd'hui, en fait, les maisons de vente, elles dédient même des départements vraiment exclusivement consacrés à ces cartes de collection. Donc, ce qui prouve vraiment l'engouement et la passion de certains collectionneurs. Et ce sont des ventes qui sont très suivies, aussi bien par des collectionneurs en salle, mais qui sont aussi suivies via les plateformes d'enchères en ligne et qui réunissent des collectionneurs aux quatre coins du monde, en fait. Et il y a eu pas mal de records ces dernières années. Donc, depuis 2021, en fait, on a remarqué cet effet de mode. Et la dernière enchère record était en 2023 aux États-Unis, donc une carte Pikachu Illustrator de 1998 qui a été achetée 5 275 000 $, donc ce qui représente environ 4 800 000 euros, par un YouTuber américain, Logan Paul. Donc voilà, ça c'était quand même un sacré record. Alors justement, Alex, là on parle de records de vente aux enchères, donc de cartes exceptionnelles, mais justement sur les shows ou sur Internet, les échanges de trading cards, quel est le budget, le panier moyen en fait d'un booster ou d'une carte pour le commun des mortels, on va dire, pour moi ou pour le collectionneur débutant, quel devrait être son budget? Alors là, j'ai une réponse qui n'en est pas une, et après je vais essayer de répondre le mieux possible, mais nous, ce qu'on met toujours en avant, c'est ne dépenser que ce que vous pouvez. Parce qu'en fait, c'est un peu sans limite. Comme la vente du Pikachu Illustrator l'a montré, on le voit avec d'autres cartes à d'autres moments, et dans d'autres domaines, c'est-à-dire pas que sur Pokémon, les budgets peuvent être déraisonnés. C'est un peu... Aujourd'hui, c'est devenu aussi un peu un placement, parce qu'on peut considérer que les cartes sont aussi... font partie de l'art, et de plus en plus de personnes veulent justement les faire reconnaître, à voir si ça arrivera un jour, mais du coup c'est compliqué de donner des valeurs. Le budget de vente, on va dire classique pour un pack booster, ça dépend en fait un peu des licences. Sur tout ce qui va être trading cards, en moyenne c'est difficile de dépasser les 10 € pour un booster. Pour les cartes de sport, ça peut être un petit peu plus élevé, mais globalement rarement au-dessus de 20 €. Pour tout ce qui est récent, comme d'habitude, plus c'est ancien, plus c'est difficile à trouver, plus ça peut être cher. Exception faite dans les années 90, en fait, il y a eu ce qu'on appelait une junk wax era. C'est-à-dire que les fabricants étaient tellement sereins sur le marché des cartes, ils ont produit. Et en fait, ils se retrouvaient avec beaucoup trop de produits. Et aujourd'hui, on en trouve encore énormément. Et du coup, ces produits des années 90, on les retrouve encore à des prix actuels. C'est-à-dire qu'un pack de cartes va coûter 5, 6, 7 €. Et c'est un pack qui a plus de 30 ans. Donc ça, c'est une exception. Mais souvent, sinon, dès que c'est ancien, la valeur augmente. Donc voilà. Après, pour une carte, il y a tellement de critères. Là, je pourrais vous faire une interview complète dessus parce qu'il y a énormément de critères sur chaque carte. En plus, pour chaque domaine, il y aura des critères différents. Donc, c'est vraiment aléatoire. Et là, les meilleurs conseils que je peux donner pour les cartes, c'est d'aller voir des sites comme eBay en vente réussie pour pouvoir comparer sur une carte similaire quelles ont été les dernières ventes. Ou alors, sur un autre site qui est très apprécié des collectionneurs, c'est 130 points. Donc 130 points, puisque c'est américain, donc 130 points comme POINT. Et dessus, on peut voir justement toutes les ventes réussies récentes pour avoir une idée un peu de la valeur des cartes. Alors tu parlais de critères, quels sont les... Alors sans rentrer vraiment dans tous les détails, mais quels sont les principaux critères? Je vais discerner juste deux choses. Même si c'est de moins en moins le cas, mais le trading cards de sports cards. Dans le trading cards, souvent, il y a des cartes plus rares, donc on connaît des taux de drop. Ce qu'on appelle les taux de drop, c'est des ratios. En fait, c'est de la probabilité pour savoir la chance qu'on a de tirer une carte qui est rare, qui a été imprimée en moins de quantité. Donc ça, forcément, les cartes ont été imprimées dans des numérotations plus limitées. Là, ok, ces cartes-là vont avoir une valeur plus importante. Et ensuite, l'autre point, ça va être un peu entre guillemets de la hype par exemple pour Pokémon, des personnages même en général, que ce soit Pokémon, Magic, etc. Et le dernier point, ça va être aussi l'intérêt pour le jeu. C'est-à-dire que quand ces cartes sont utilisées pour jouer, elles ont une valeur supplémentaire. Voilà, c'est un peu tous ces points cumulés qui vont faire qu'une carte va être chère pour les trading cards. Pour les sports cards, c'est un tout petit peu différent. Parce qu'on peut dire, il y a différents types de cartes. Déjà, ce qui va être plus rare, c'est les cartes avec des autographes. Ça, parce que du coup, que ce soit des célébrités ou des sportives et sportifs, il peut y avoir des autographes.
encore plus cher quand ces autographes sont directement sur la carte et non sur stickers qu'on applique sur la carte. Et enfin, parmi ces cartes autographes, il y a des numérotations qui diffèrent. Et sur les numérotations, la carte va être d'une certaine couleur, avoir certains effets, etc. Et du coup, les plus rares sont les cartes qu'on appelle les one of one, donc qui sont uniques dans cette représentation-là, avec cette couleur-là. Et alors, une one of one avec un autographe, c'est ce qu'on a de plus rare. Bon, on peut rajouter un petit truc, c'est quand il y a des morceaux de maillot en plus, c'est le bonus. Et ça, c'est encore plus. Eh bien, effectivement, ouais. Et ça, si c'est que les principaux critères, si on s'amuse à collectionner ces cartes, effectivement, on peut rentrer dans un vrai jeu de pistes, en fait, pour retrouver une carte qui peut être complète, en super état. Et alors, justement, c'est aussi un phénomène où l'état joue beaucoup, puisque les trading cards, en fait, il y a un système de gradation de la carte qui peut lui donner aussi, qui peut faire changer sa valeur. Tout à fait. En fait, la gradation de base est censée valider que la carte soit une vraie, même si on sait que ça ne peut pas la valider à 100%, dans le sens où, en face, pour le moment, même si ça développe de plus en plus via l'intelligence artificielle, pour le moment, on a des humains, donc ça, ils peuvent quand même se tromper. Mais globalement, ça valide déjà l'authenticité de la carte, de 1. Et de 2, ça peut aussi permettre de donner l'état de la carte. Parce que quand on fait une vente, ça se base sur des photos, éventuellement des vidéos, et voilà, ça peut être un peu tronqué. Là, l'objectif, c'est de dire, OK, cette carte, elle a une note de X sur 10. Plus elle est proche de 10, plus l'état est parfait. Le problème, c'est qu'ils prennent aussi en compte tout ce qui va être erreur d'impression. Alors, tout dépend lesquelles, mais il peut y avoir des erreurs d'impression qui sont prises en compte, etc. Donc, ça peut faire baisser un peu la note. Aujourd'hui, une carte qui est en note, elle a une note de 10. Parmi des maisons de notation, on en a plein. En France, on a MTG, on a PCA. Et à l'international, on va plutôt être sur du Beckett, SGC, CGC, et le plus grand, c'est PSA, donc PSA, qui est vraiment le numéro 1 de la gradation dans le monde. Donc ça, ce sont des sociétés commerciales qui officialisent l'état de la carte. Exactement. En fait, ils ont un rôle d'authentificateur et de dire, OK, cette carte, elle est valide. Donc, elle est bien, c'est la bonne carte, c'est bien une carte vraie. Et en même temps, voilà l'état dans lequel elle est, avec une note sur 10. Alors, normalement, ils sont censés valider et la carte et d'autres éléments s'il y a d'autres éléments sur la carte. Par exemple, une carte avec un autographe peut être validée de la même manière. C'est-à-dire que l'auto va avoir une note aussi. Et du coup, cette gradation, elle est payante pour le collectionneur qui se rapproche justement de ces organismes-là, oui. Tout à fait. C'est en plus, en fait. Et en fait, c'est pour se garantir que, déjà, de sa collection, de ce qu'il a entre les mains. Et de 2, c'est pour la suite, s'il souhaite faire la revente, il aura une garantie de, OK, ma carte, aujourd'hui, elle est dans tel état. Et du coup, pour la revente, c'est plus censé faciliter. Maintenant, le petit hic, entre guillemets, qu'il peut y avoir, c'est qu'on parle souvent de parce qu'ils sont mis dans des boîtiers. En fait, ces cartes sont vraiment mis dans des boîtiers scellés, qu'on peut d'ailleurs potentiellement déceler. Sont les marques, on va pas se mentir que tous les boîtiers ne sont pas impossibles à ouvrir. Et du coup, faut pas confondre boîtier de gradation et boîtier de protection. Parce qu'aujourd'hui, ils ne font pas le même travail. Et je voulais juste te demander, Alex, est-ce qu'il y a des fausses cartes qui circulent sur le marché ? J'imagine que oui. Et comment on peut les reconnaître ? Sauf si elles sont gradées, ça on l'a compris. Mais sinon, comment on peut le reconnaître ? Alors, déjà, est-ce qu'il y a des fausses ? Oui. J'allais dire, comme dans tout marché qui présente un intérêt pécunier, forcément, les faussaires se mettent en place. Donc, il y en a, plus ou moins selon les types de cartes. Hein. On va dire qu'il y en a beaucoup plus sur les cartes et les trading cards que sur les cartes de sport. Maintenant, pour les reconnaître, un œil aguerri, déjà, ça aide. Donc, ça faut connaître les spécificités, avoir eu des cartes entre les mains, etc. L'avoir entre les mains, ça joue aussi beaucoup. Parce qu'on voit la qualité d'impression, parce qu'on voit mieux les défauts, parce qu'on voit pas mal de choses. Ça, c'est les principaux éléments. Après, en photo, il y a tellement de possibilités. Ça peut être des reflets, ça peut être les couleurs utilisées, ça peut être l'espace entre les mots, entre les lettres. Il y a plein de choses. Mais malheureusement, ça devient de plus en plus difficile parce qu'on sait très bien que les faussaires ont toujours un temps d'avance sur le contrôle et que il faut juste s'adapter, s'habituer et faire vraiment très attention. Oui, donc quand il y a des achats qui se font en ligne, parce que ça se fait pas mal pour ce thème de collection, c'est délicat en fait de savoir s'il y a arnaque ou pas. Délicat, je dirais non, mais on n'est jamais à l'abri, ça c'est sûr. Parce que voilà, généralement ce qui est répandu dans le hobby, c'est vraiment le microcosme des cartes de sport, mais voilà, le hobby existe, on peut inclure un peu les autres cartes dedans. C'est valider en fait les vendeurs. C'est-à-dire qu'on a un vendeur avec qui on passe, il y a une discussion Instagram, WhatsApp, peu importe,
on va demander à d'autres personnes, est-ce que vous me validez que vous avez déjà acheté auprès de lui? Est-ce que vous me validez qu'il n'y a pas eu de souci, etc., etc. Déjà, pour la qualité des cartes, de 1. Et de 2, pour être sûr aussi que quand on va faire le paiement, puisque du coup, c'est des paiements qui sont entre particuliers, en fait, la personne envoie bien il y a les fausses cartes, mais il y a aussi les gens qui payent et qui ne revoient jamais leur colis. Donc voilà, c'est un marché de confiance. Et malheureusement, il y a toujours des personnes qui en profitent, on va pas se mentir, ça arrive bien trop souvent. Alors justement, alors on sent bien évidemment la passion pour ces cartes, mais est-ce que c'est quand même un univers de collection peut-être de pure spéculation ou qui se base que sur la possibilité de revente? On a l'impression en fait que souvent ces cartes, on les achète, il y a une gradation, on les protège, etc. Mais en fait c'est pour peut-être un but de les revendre à un certain prix. Ou est-ce que comment ça se passe? Parce que il y a toujours une notion de prix avec souvent les trading cards. Et est-ce qu'il y a quand même des collectionneurs qui les mettent dans des albums pour les garder et sans esprit de revente et de spéculation? Bien entendu, il y a toujours. Alors après, je dirais qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui sont entre les deux. C'est-à-dire qu'il y en a qui collectionnent par passion une partie ils disent je vais acheter ça, je vais le faire. Puis à un moment donné, si j'ai une offre intéressante, je le revends. On va dire, ça me semble pas déconnant. C'est comme n'importe quel achat qu'on fait un jour, que ce soit une voiture, que ce soit un vêtement, que ce soit quoi que ce soit, sur quelqu'un qui nous propose une somme qu'on estime honnête, on peut s'en séparer. Là, c'est un peu la même chose. Après, effectivement, plus le marché devient connu, plus forcément il y a des gens qui vont s'y pencher pour essayer de voir la part du gain. Ça, c'est une évidence. C'est un peu, je dirais, la rançon de la gloire. Mais à côté de ça, on voit bien qu'il y a quand même un nombre de passionnés. Si vous vous déplacez sur les shows, vous allez être surpris du nombre de choses qu'on peut trouver. Déjà parce qu'il y a des gens qui ont des collections qui ont plus de 30 ans. Donc déjà, ça c'est rare. C'est-à-dire que c'est pas des collections que vous allez voir tous les jours. Ensuite, vous allez avoir des gens qui sont tellement passionnés par une collection réduite qu'ils vont plus chercher 50 000 cartes, c'est-à-dire qu'ils en ont plus 3-4 pour finir leur collection. Vous allez avoir d'autres qui vont juste y aller pour discuter, c'est-à-dire pour avoir des échanges humains. Mais qui vont pas forcément vouloir vendre et acheter. Il y a tellement de profils différents que voilà, il va vraiment avoir des gens qui vont collectionner quelque chose de très précis et ils vont tomber sur autre chose et dire ça me plaît, je vais essayer de commencer cette collection là aussi. C'est un peu le problème, c'est qu'on est tous un peu malades de la collectionnite. On va pas se mentir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va collectionner que tel type de carte et le lendemain on va dire mais ça c'est quand même cool aussi et on va ouvrir une nouvelle collection. À la base j'étais censé faire que ça et puis au final là-bas je faisais que du Pokémon et un peu de foot. Aujourd'hui, j'ai du basket, j'ai du Bad Disney, j'ai du One Piece. Voilà, j'ai des choses, j'ai même du Playboy pour vous dire. Donc, j'ai des choses très très larges parce que c'est atypique, parce que ça change, parce que ça fait plaisir de voir d'autres choses, parce que le design peut me plaire, parce que vous avez ouvert des choses avec des amis, du coup vous voulez continuer avec des amis. Il y a plein de choses possibles. Donc, c'est vraiment vraiment cool. Mais l'aspect spéculatif est toujours présent. Ça c'est sûr, surtout qu'on sait qu'il y a de plus en plus de personnes de gros du marché qui viennent montrer ça. On va pas se mentir que les dernières saisons de Netflix de Goldin, donc Goldin qui est une grande maison d'enchères, qui montre justement un peu ces éléments-là au grand public, mettent surtout on va dire en avant l'aspect financier et les montants qu'on peut récolter avec ces objets. Donc forcément, ça va attirer des gens qui vont avoir entre guillemets un peu faim. Alors justement, des personnes qui voudraient entrer dans cet univers, quels conseils, vous, à Podcart, vous pouvez leur donner pour qu'ils puissent entrer sereinement dans cette collection? Vous avez des conseils pratiques de débutants? Oui, des trucs très basiques, mais beaucoup de gens commencent à collectionner tout et n'importe quoi en fonction de ce qu'on entend d'une hype ou autre. Je vais dire 2-3 exemples. Dans le foot aujourd'hui, celui qu'il faut collectionner, c'est Lamine Yamal, c'est Désiré Doué. Dans le basket cette saison, ça va être Tyrese Haliburton ou Shai Gilgeous-Alexander. Voilà, c'est un peu les gros joueurs qui vont sortir comme ça dans le sport. Et dans Pokémon, les gens vont se dire moi je veux Dracofeu. Dans Magic, aujourd'hui il y a eu beaucoup de choses avec Final Fantasy qui arrivent. Moi je veux les cartes Final Fantasy. Ils vont commencer à collectionner comme ça. Alors c'est intéressant parce que c'est une porte d'entrée. C'est souvent la porte d'entrée d'ailleurs. Mais ce qui est surtout plus intéressant, c'est ce qu'il y a à faire derrière. C'est-à-dire, ok, voilà, je me renseigne, je vois ce qui existe comme collection. Donc, il y a plusieurs types de collections, plusieurs choses. Maintenant, qu'est-ce que moi, je veux collectionner? J'ai fait un petit état du marché, j'ai vu tout ce qui existait. Il faut se définir ce qui m'intéresse. Parce qu'on ne peut pas être intéressé partout. Déjà, parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Et de deux, parce que sinon, on part dans tous les sens, le budget va partir dans tous les sens. Et c'est le meilleur moyen de dégoûter au bout de 6 mois. Donc, idéalement, c'est ça. C'est déjà de définir
qu'est-ce que la personne veut collectionner. Est-ce qu'elle est passionnée par une franchise de sport? Est-ce qu'elle est passionnée par une époque? Est-ce qu'elle est passionnée par un joueur, etc. Dans le sport et dans les cartes, trading cards, c'est la même chose. Est-ce que c'est une franchise? Est-ce que c'est un personnage? Est-ce que c'est une série en particulier parce qu'il y a des dessins qui sont magnifiques, des choses comme ça. Et avec tout ça, justement, on peut commencer à se délimiter. Une fois qu'on a donné ces limites, ensuite, c'est s'allouer un budget qu'on ne dépasse pas. Car attention, on peut le dépasser un tout petit peu un mois et faire sur l'autre mois, mais globalement, toujours se restreindre. Parce que sinon, on va vite perdre pied. Parce qu'on va se dire, ouais, mais là, c'est une opportunité. Et on va avoir ce fameux sentiment de FOMO, donc de fear of missing out. Et du coup, on va avoir l'impression de passer à côté d'une opportunité et on va craquer. Et on va se retrouver à la fin du mois à se dire, ah ouais, c'est cool, j'ai acheté plein de cartes. Par contre, du coup, le dernier plein de courses, il est un peu juste. Et malheureusement, je vais pas mentir, on en a vu pas mal. Et ça, pour nous, c'est impossible. Faut surtout pas faire ce genre de choses. Faut éviter parce qu'en plus, après, on revend n'importe comment histoire d'avoir le plus vite possible de l'argent. Donc, faut vraiment faire très attention à ça. Délimiter un budget et délimiter ce qu'on veut collectionner. Une fois qu'on a ça, il suffit d'aller chercher plutôt des cartes à l'unité plutôt que d'aller chercher à ouvrir. Ouvrir, c'est bien de temps à autre avec les amis et tout, c'est toujours cool. Et c'est toujours un petit sentiment sympa. Mais il vaut mieux aller chercher des cartes à l'unité, ce sera toujours moins cher. Et après, il y a plein de choses. Il peut y avoir des groupes Facebook, il peut y avoir des applications pour ça. Il y a eBay, il y a des applications de break, il y a plein de choses. Et dans ce cas-là, il faut voir ce qui est le plus adapté par rapport à notre collection voulue. C'est tout. Et Alex, tout à l'heure, tu donnais l'exemple des cartes Disney. C'est les cartes Disney Lorcana, c'est ça, qui sont sorties au mois d'août 2023. C'est ça. C'est ces cartes-là. Et du coup, est-ce qu'il y a des nouveautés aujourd'hui? Est-ce que c'est un domaine où il y a des nouveautés régulièrement? Oui, l'Orcana, c'est pareil, comme tous les TCG, ils sortent des cartes tous les... je dis pas de bêtises, ça va être à peu près tous les 2-3 mois. En moyenne, on va dire pas loin des 3 mois. Et en fait, c'est des nouveaux chapitres, puisque c'est une histoire qui s'est créée autour. C'est fait entre Disney et Ravensburger. C'est un engouement, il y a des tournois. Il y a un petit peu moins d'engouement récemment parce qu'en fait, ils ont juste fait un gros print. Donc, quand on dit un print, c'est qu'ils ont fait beaucoup d'impressions. Mais donc, forcément, dès qu'il y a un peu de stock, les gens vont bouder un peu parce que les gens veulent, comme on disait tout à l'heure, aussi de la valeur financière. Mais non, Disney, ils sortent des nouveautés. Ils ont sorti des nouvelles raretés pour la dernière édition avec Jafar. Donc, elle est sortie il y a 10 jours, je crois, de mémoire. Donc, non, il y a quand même des choses qui arrivent, des trucs sympas qui se mettent en place. À chaque nouveau chapitre, il y a des nouveaux personnages qui sont mis en avant, des nouveaux types de cartes. Vraiment, c'est sympa. Et au-delà de Disney, est-ce que c'est vraiment un univers où il y a des nouveautés sans cesse? Ah oui, qu'est-ce que je peux sortir comme nouveauté? Déjà, il y a des nouveautés visuelles. Alors, des fois, il y a des anciens concepts qui sont réappliqués, mais on voit que, par exemple, Topps, du coup, qui est gros fabricant de cartes de sport, ils ont récupéré d'autres licences, ils ont récupéré aussi les licences Disney, donc ils ont Marvel, Star Wars, etc. Mais Topps a relancé, il y a quelques temps, les cartes Tobacco. Donc, c'est un format qui est beaucoup plus petit que les cartes classiques. Je dirais 4 fois plus petit à peu près. 4 fois plus petit, à peu près. Ils ont sorti aussi ils ont ressorti cette année un effet qui existait dans les années 90 qui plaisait beaucoup. C'est l'effet peeling. C'est-à-dire que vous allez avoir une carte, vous connaissez le verso, mais vous ne connaissez pas le recto. Donc, pour avoir le recto, il faut enlever une pellicule fine, opaque, qui vous permet de voir quelle est votre carte dessous. Vous avez une probabilité d'avoir quelque chose dessous un peu plus rare qu'une autre. Pokémon l'a fait aussi sur un set Pokémon Go il n'y a pas si longtemps. Mais alors, elle perd de sa valeur, Alex, la carte, si on lui enlève le film? Parce que c'est aussi, quelquefois, on a des boosters ou autres, on hésite à les ouvrir. Est-ce que là, c'est la même chose pour ce type de carte? Alors, je dirais oui et non. Alors, elle va perdre de la valeur, oui, si on tombe pas sur le joueur le plus rare. Non, si on tombe sur le hit qu'il faut avoir. Donc, c'est pour ça que c'est difficile. C'est de la probabilité, encore une fois. Donc, c'est très compliqué de le justifier, de dire oui, ça va perdre de la valeur. Là, pour le coup, c'est complexe. Et puis, en plus, c'est à l'instant T. Faut pas l'oublier. Contrairement aux cartes trading cards qui sont sur les personnages, les cartes de sport sont à l'instant T. Donc, le joueur, aujourd'hui, n'a pas de bonne performance, pas forcément de valeur. La saison prochaine, il est excellent, reprise de valeur. Donc, c'est beaucoup plus fluctuant pour les cartes de sport. C'est comme à la bourse. Nous, on n'aime pas trop comparer ça parce que c'est vrai que c'est très dangereux de parler de jeu d'argent dans les cartes, mais il y a un lien quand même effectivement assez proche. Et d'ailleurs, pour vous rappeler notre spécificité qui vient d'arriver, qui était déjà un petit peu là aux années 90, mais qui revient là, il y a une des cartes olfactives, donc avec une odeur de gazon ou d'autres choses. Vraiment sympa qui sont arrivés chez certains fabricants. Et toi, la carte, quelle est la carte la plus belle que tu as eue entre les mains? T'as le souvenir comme ça d'avoir une carte extrêmement rare et très recherchée, et tu dis bah voilà quoi, je l'ai rencontrée. Alors soit tu as pu l'avoir, soit tu as pu l'avoir en vrai. J'ai vu la Pikachu Illustrator
Ça, je l'ai vu au Gala TCG l'année dernière. Je l'ai vu parce qu'il y avait un musée pendant le dîner le soir. Donc celle-là, je l'ai vue. Je pense que c'est la plus rare que j'ai pu voir. Celle que moi, j'ai pu avoir entre les mains, que j'ai pu ouvrir, qui était la plus rare, je dirais que c'est ce qu'on appelle un booklet. Donc un booklet, c'est une carte qui est en 2 parties, donc on ouvre comme un petit livre. Et en fait, au milieu, souvent, il y a un message qui est un peu plus important. C'est-à-dire que quand c'est sportif, mais ça arrive aussi avec des célébrités, ils écrivent un petit texte. Et moi, j'ai ouvert un booklet de Ronaldo R9, donc Ronaldo, le joueur du Real Madrid, Barcelone, etc. Et à l'époque, en l'occurrence, c'était pour Barcelone. Donc, avec un petit mot qui était Masque un club et sa signature dessous. Ça, je l'ai ouvert en live et c'était vraiment très rare parce que c'est une carte qui était rare. C'est tous des cartes avec du coup un message qui est directement dessus. Donc, pas de sticker, c'est vraiment marqué directement dessus. Donc là, c'était une très belle carte que j'étais assez fier de récupérer. Et avec Podcard, donc tu as eu l'occasion de faire la rencontre de pas mal de collectionneurs. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué en particulier par le nombre de cartes ou simplement par une anecdote? Enfin, je sais pas. Est-ce que tu as quelque chose à nous raconter là-dessus? Non, je peux pas dire un en particulier parce qu'en fait, à chaque nouvelle rencontre, il y a quelque chose de nouveau. Comme chaque collectionneur est différent et collectionne d'une différente manière, tous, en fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle rencontre, c'est un qui va être marquant, qui va changer. Parce qu'on va avoir un collectionneur qui va nous parler de NASCAR, un autre qui va nous dire comment elle va collectionner les cartes du PSG, un dernier qui va dire comment il va faire Pokémon. Et en fait, nous, on adore faire ça. Et c'est pour ça que, par exemple, on a une émission qui s'appelle DTC, dans ton classeur, où on fait justement en virtuel, via caméra, on découvre les collections des collectionneurs et on voit des choses. Neil, il a une collection, par exemple, de boosters, rétro ou pas d'ailleurs, mais une collection, mais immense. Mais ils sont tous non ouverts, donc c'est avec des cartes encore dedans. Et que des choses comme ça. Son frère Ken a une collection de cartes Playboy avec tous les couvertures des années 90 en cartes. Voilà, des choses comme ça, c'est des trucs atypiques à chaque fois qui vont changer. Et chaque collectionneur va nous apprendre quelque chose parce qu'en fait, il aura découvert d'une certaine manière, il aura collectionné d'une autre manière, ou alors il mettra en avant chez lui d'une autre encore manière. Franchement, il y a des choses. Non, toutes les rencontres à chaque fois, pour nous, sont exceptionnelles parce que on rencontre autant de personnes que de collections et à chaque fois, c'est magnifique. Et d'ailleurs, on ne l'a pas évoqué, mais est-ce que c'est un univers qui a l'air assez masculin? Est-ce que je me trompe? Non, ça c'est complètement vrai. On va pas se mentir qu'il y en a quand même beaucoup. Maintenant, il y a aussi des femmes, que ce soit chez les fabricants, chez les acteurs, comme chez les collectionneuses. Mais dans une moindre mesure pour le moment. Et encore que, dans les sports cards, peut-être un peu plus. D'accord. Mais même si d'ailleurs dans les sports cards, ils font aussi des efforts par exemple, de s'ouvrir sur la WNBA, sur tous les marchés, tous les championnats féminins. Donc ça c'est bien, même en football féminin, etc. Mais par contre, dans les trading cards, un peu plus de femmes. Pour le coup, quand on va avoir Pokémon, quand on va avoir Magic un petit peu, mais sans plus, mais Lorcana derrière aussi. Donc voilà, on peut trouver aussi. Honnêtement, c'est juste que voilà, je pense que les univers qui étaient un peu au départ liés, comme Magic, qui sont un peu des univers aussi à Donjons et Dragons, etc. Et comme c'est sorti dans les années 80-90, c'est des choses qui parlaient, je pense, plus aux jeunes garçons qu'aux jeunes filles. Et maintenant, avec le temps, je pense que le poids, on va dire que la mesure se différencie un peu plus, mais on est toujours un peu plus masculin que féminin, je vais dire presque malheureusement. Et ce sont des collectionneurs qui ont entre quel âge et quel âge? Je peux même pas dire un âge officiel parce que c'est multigénérationnel quand même la collection de cartes. On trouve même s'il y a peut-être une majorité de 25-35 ans. Moi je trouve que sur les shows on voit quand même un petit peu toutes les générations, les pères qui viennent avec leurs enfants, etc. Enfin je sais pas, j'ai l'impression quand même que ça brasse quand même plusieurs des personnes de plusieurs générations. Ouais, c'est exactement le cas, totalement. Parce qu'on va trouver des gens du coup qui ont collectionné depuis très longtemps, qui peuvent avoir 70 ans, qui ont collectionné les premières cartes dans les années 50, 60, 70. Et après, moi j'ai vu des enfants là, au Paris Card Show, le dernier salon qu'on a fait. Je sais pas, ils devaient avoir 6 ans, 5 ans. Donc il y avait que leurs parents forcément qui eux aimaient ça. Mais j'ai même vu des enfants aussi venir et qui avaient déjà leur propre collection. Moi je vois souvent, j'ai ma nièce, elle a 8-9 ans, à chaque fois que je vais chez mon frère, t'as vu Alexandre, j'ai cette nouvelle carte Pokémon. Et ça fait bien 1 an et demi, 2 ans qu'elle collectionne. Donc, non, c'est pour le coup, dire qu'il y a une fourchette, non, parce que ça varie tout le temps. Moi, je suis arrivé, je pensais être le petit jeune. Aujourd'hui, on a interviewé Cindy sur la chaîne YouTube
la semaine dernière, elle a 10 ans de moins que moi. Donc, non, c'est ça, pour le coup, ça transcende les générations. Et alors, ça suit même les tendances parce que je crois qu'il y a des cartes numériques également, des NFT qui existent. Effectivement, il y en a eu, il y en a encore, et je pense qu'il y en aura parce qu'on a beau dire. Alors, le problème, c'est qu'il y a un peu un conflit, bien sûr, mais c'est exactement la même chose que la petite guerre trading cards, sports cards. Il y a la même chose avec le physique versus digital. Je dirais pas le problème, mais le conflit oppose ceux qui aiment bien avoir les choses en main et ceux qui vont être un peu plus soit spéculatifs, soit juste à la beauté de la carte. Et on voit que les NFT fonctionnent parce qu'il y a vraiment un marché. Il y a plusieurs entreprises qui l'ont fait, puisque Top, c'est pas Nini qui sont les fabricants, le proposent, eux directement via leur site en ligne. Et Sorare, du coup, l'entreprise française, le propose aussi. Donc, on voit qu'il y a vraiment des choses diverses et variées. Je pourrais en trouver d'autres. Pokémon le fait aussi, puisqu'ils ont même relancé un jeu vidéo spécialement pour ça, Pokémon TCG Pocket. Donc, non, ça existe depuis un petit moment. Ça continue d'avoir un intérêt. Et l'avantage qu'il y a, en fait, c'est que les NFT ont un coût. Les jeux comme Pokémon sont gratuits. Donc, c'est quand même un plaisir. Maintenant, dire qu'on arrive facilement à lier les deux univers, c'est aussi complexe. Comme je dis, c'est rare de voir des gens qui collectionnent sur les deux types de supports. On peut rencontrer les passionnés de podcards comme Alex sur Twitch, sur TikTok, sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram, à travers les podcasts, à travers la page Facebook, Discord également. Voilà, donc vous êtes présents un petit peu partout. De notre côté des éditions LVA, vous pouvez retrouver notamment 2 hors-séries que Collectionneur Schinner a édité sur Pokémon, numéro 1 et un numéro 2 en 2021 et 2022. Vous pouvez les retrouver sur le site de la boutique du collectionneur. Merci Alex. Merci à vous. Retrouvez tous les épisodes de l'Atelier Passion sur la chaîne YouTube des éditions LVA. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. À bientôt!